pyramide de Saqqara, parce que je vais vous montrer que la transition énergétique doit être faite par degrés, de façon très ciblée, avec différents acteurs, les ménages. Je vais parler des ménages aujourd'hui, et en respectant les étapes de réforme des tarifs qui ont été décidées et qui sont en cours. J'ai amené ça aussi pour montrer qu'il faut toujours faire des mesures des consommations d'énergie par usage pour savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est un peu le plan général de ce que je vais parler. Et le mot-clé, c'est les faces inséparables, ou les aspects inséparables de la transition énergétique, comme les 4 faces de la pyramide sont nécessaires. L'Égypte, c'est une toute petite oasis dans le monde. Il faut bien savoir que l'atmosphère, c'est l'épaisseur du trait de cette boule, si on dessine une boule. C'est l'épaisseur du trait, c'est très mince. L'Égypte est surpeuplée, entourée de déserts. Les grands problèmes de l'environnement, l'énergie, mais il n'y a pas que ça. Il y a la végétation, il y a l'érosion continentale, et ça se passe depuis des millénaires, depuis la naissance du monde, et surtout depuis que l'homme a maîtrisé le feu, comme l'a cité d'ailleurs M. Testo. Donc des vents de sable immenses, vous voyez sur des surfaces très grandes, les vents de sable qui sortent du Sahara, au sud du Maroc, des vents de sable à Dubaï, des feux de forêt aussi en Grèce, ça c'était l'été 2006, on les voit de satellite, vous voyez c'est immense les effets, et une photo plus proche au Portugal récemment. Le monde est donc fragile, comme je vous le dis, l'atmosphère, c'est l'épaisseur du trait. Ici vous voyez, Oman, c'est la ville de Kassab, c'est juste en face d'Ormuz, à l'extrémité d'Oman. Il y a 5000 ans, je connais un archéologue spécialiste de la région, il y avait des forêts. Il y a 5000 ans, l'homme a trouvé les minerais de cuivre. 1000 ans après, il y avait des ustensiles en cuivre, depuis l'Indonésie jusqu'à Zanzibar, mais il n'y avait plus de forêt à Oman. Oui. Fragilité aussi, parce que dans ce golfe ici, le détroit d'Ormuz passe une bonne partie des tankers qui exportent le pétrole d'Irak, d'Iran et d'Arabie, de Qatar et des Émirats. Aussi tout ce qui est centrale thermique, que ce soit à charbon, il n'y en a plus beaucoup, à gaz et même nucléaire, ça produit pour un kWh d'électricité, ça produit presque 2 kW de chaleur qui est très rarement utilisé. Vous voyez ce panache de vapeur, ce n'est pas un champignon atomique, c'est le panache de vapeur d'une centrale thermique à gaz en Turquie, près d'Ankara. Et c'est un vieux problème aussi. Moi je suis très préoccupé de géopolitique parce que depuis 100 ans, la plupart des guerres sont liées au pétrole, au contrôle de la Mésopotamie. Pourquoi la Mésopotamie? Parce que c'est le pétrole le moins cher à produire du monde. Les derniers appels d'offres, c'était 4 $ le baril. Et comme vous savez, c'est monté jusqu'à 148 le prix mondial. C'est redescendu à 30, remonté à 40. Mais si l'Irak était libre et démocratique, le pétrole pourrait être à 4 $ le baril. Et si les robinets étaient fermés, le pétrole pourrait monter en Europe à 300 $ facilement. Il y avait des conséquences catastrophiques pour des pays comme le Soudan, le Sahel, où tout le monde couperait les forêts au lieu de consommer du gaz ou du pétrole. Ici, en 1905, il y avait Staline et Lénine. Staline, c'était un voyou à l'époque. Ils ont mis le feu à la classe ouvrière et aux dérives de pétrole. Et du coup, c'est la légende qui est marquée ici. Rothschild et les frères Nobel, qui exploitaient le pétrole à bas coût, c'était un tiers du pétrole mondial à l'époque, ils sont partis, ont quitté la Russie pour chercher du pétrole ailleurs, notamment en Mésopotamie. Vous voyez, le problème de la biomasse, c'est pour attirer l'attention que le prix du pétrole doit être, chez nous, qui le gaspillons avec des voitures qui sont presque vides, il doit être cher, mais dans les pays sensibles pour leur biomasse, pour le désert, il doit être un prix modéré. Vous voyez, c'est vraiment un des éléments fondamentaux de la politique des tarifs. J'ai introduit les tarifs, ici ce sont ce que paye un ménage pour sa consommation d'électricité selon sa consommation, 100, 200, 300 jusqu'à 1000 kWh si on est très riche, qu'on a beaucoup de climatiseurs, selon les différents pays méditerranéens. Il y a 7-8 pays ici. Les pays où c'est cher, c'est la Turquie, la Tunisie, les territoires palestiniens. C'est aussi pour ça qu'ils sont très efficaces en énergie, qui sont des chauffe-eau solaires. Et les pays où c'est pas cher, c'est le Liban, sauf pour les gens très riches. Et ça, c'est l'électricité qui est coupée, ils font plus des générateurs, mais ça, c'est les tarifs électriques publics. Et l'Égypte aussi, où c'était très bas, depuis plus de 20 ans, depuis 1994, ça a toujours été très bas. Et il y a depuis un an et demi, il y a un plan pour l'augmenter de façon, on va y revenir. L'Algérie aussi, c'est très bas. Et la Syrie aussi, c'était très bas. Ce qui provoque du déficit et du coup, après, des problèmes. Pourquoi j'insiste sur les tarifs? C'est fondamental. Hein. Pour moi, c'est le tarif des énergies, l'électricité, butane, fuel, etc. Charbon, ben, il y en a, ou lignite, qui explique
la dynamique des marchés. Vous voyez cette photo, c'est à Gaziantep en Turquie, pas loin de la Syrie. Il y a des centaines de chauffe-eau solaires sur ces immeubles. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, l'électricité est chère et le gaz est cher aussi. Dans Gaziantep, il y a du gaz, mais il y a du soleil et donc un marché en Turquie, production locale essentiellement et même exportation en Europe, 700 000 m² de chauffe-eau solaires par an. Alors qu'au Maroc, où j'y habitais d'ailleurs, il y a très peu de chauffe-eau solaires. Le marché est très faible. Pourquoi? Parce que le butane est subventionné à 70%. En France, une bouteille de butane, 13 kg, coûte 26-27 euros. Au Maroc, c'était 4 euros. Vous voyez, la subvention au butane, seulement au butane, même s'il est mal utilisé, parce que les industriels l'utilisent aussi, les agriculteurs aussi, pas seulement les ménages, c'est 1 milliard d'euros par an. C'est 300 années du budget de l'Agence nationale marocaine pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique, avec qui M. Naguib travaille, a travaillé. Voilà, donc vous voyez, c'est complètement déséquilibré. Si on envoie un expert, première chose, comment réduire la subvention butane? Après, on fera le reste. Alors ici, je montre le tableau issu d'un décret de 2015, je crois, ou 2014, sur l'évolution des tarifs de l'électricité pour le secteur domestique, les maisons, les ménages. C'est un peu différent pour les commerces, mais les commerces ont des réactions, disons, plus rationnelles, donc je vais parler surtout des ménages aujourd'hui. Avec, selon les tranches, parce que c'est traditionnel en Égypte, il y avait beaucoup de tranches, 0,50, 50 à 100, etc., jusqu'à 650 et 1000 et plus, etc. Donc ça, c'était le tarif dans ces tranches-là l'année dernière. Et voici jusqu'à 2019, parce que l'année fiscale en Égypte, hein, c'est la moitié de l'année, ça commence, voici les tarifs. Vous voyez ici, j'ai mis pour cette tranche 0 à 200, j'ai mis à la fois les piastres, 16 piastres, 20 piastres jusqu'à 37 piastres, et en centimes d'euros, parce que vous êtes plus familier ici avec les centimes d'euros. Et j'ai mis ici en rouge, parce que ça c'est pour les gens qui consomment énormément, plus de 650 et 1000 kWh par mois, c'est par mois, hein, les périodes, on monte à 8-10 centimes, qui sont des prix assez proches de la France. Mais en France, par exemple, vous payez l'ordre de 13-14 centimes le kilowattheure. En Allemagne, c'est presque le double. Palestine aussi, c'est presque le double. Et vous vivez quand même. En Allemagne, ils vivent avec le confort, mais ils ont des solutions énergétiques assez fiables et fortes et très bien faites. Vous voyez que, en fait, j'ai dit tout à l'heure où il était dans le graphique que la plupart des gens en Égypte vivent avec entre 100 et 200, 250 kWh par mois. Donc vous voyez que ces gens-là, même sans faire d'efforts, ils vont payer, même dans 4-5 ans, ils vont payer le kilowattheure à 4 centimes d'euros chez eux. Et en fait, ça c'est un prix de production, c'est proche du production sortie de centrales pour des centrales très efficaces, nucléaires ou gaz, etc., cycle combiné. Et en fait, dès qu'on fait de la distribution en plus, il y a des frais de distribution, il y a les investissements, etc. Tout ça. Donc ici, ces prix-là, pour les très gros consommateurs, mais ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont riches, mais c'est quelques millions d'Égyptiens, alors que les dizaines, vingtaines de millions de ménages égyptiens, pauvres et moyens, ils vont avoir un prix de revient en dessous du prix de production. Donc, moi, mon conseil, c'est de réviser encore cette échelle, mais pour qu'elle soit acceptée, que ce ne soit pas la révolution, comme Sadat, il avait augmenté le prix du pain, mais ils ont réduit le diamètre du pain. Donc il faut consommer moins d'énergie pour pouvoir supporter des prix plus élevés. Alors, que faire rapidement? Je n'ai pas amené tous les instruments, mais moi j'ai un instrument chez moi, j'ai un instrument au Maroc, en Palestine. Effectivement, les Palestiniens, ils ont allé très vite faire des mesures parce qu'ils sont sensibles à ça. Il faut faire sur des échantillons de ménage, il faut faire des mesures de consommation par usage. Pour le frigo, pour la climatisation si on a, pour tous les appareils électriques, la télé, les décodeurs, les paraboles, etc. C'est important de faire des mesures. Ceci, par exemple, je voulais le mettre sur la prise, mais je n'ai pas trouvé où était la prise. J'aurais pu savoir combien l'ordinateur de la conférence avait consommé depuis le début jusqu'à la fin. C'est important de connaître. On peut aussi traiter les factures, parce que la compagnie électrique locale, nationale, a les factures. On peut faire des statistiques pour voir effectivement. Moi, je l'ai fait dans plusieurs pays, et je vous dis qu'en Égypte, c'est autour de 200, 250, la plupart des gens. Les pauvres, c'est un peu moins, mais ils sont tout seuls, âgés. Alors, dans les ménages, si on ne compte pas le chauffage, l'eau chaude électrique, les climatiseurs, qui sont à bannir, ou alors c'est chez les riches, et de toute façon ils vont payer cher, laissons-les payer. Mais la masse des gens,
c'est le réfrigérateur congélateur qui consomme le plus et qui a une durée de vie d'au moins 15 ans. En Europe, en France, il y a quelques années, c'était 18 ans. Alors ça se réduit parce que les gens sont un peu plus riches ou ils changent plus souvent les modèles, ou les modèles sont prévus pour être cassés. Mais télévision, décodeur, c'est le deuxième poste, ça vit aussi assez longtemps. L'ordinateur qui émerge un peu partout, les lave-linges, l'éclairage, qui ont des durées de vie très faibles quand c'est des lampes incandescentes, et beaucoup plus longues maintenant quand c'est des LED, 10 ans, ventilateur. Je peux vous le dire dans 10 ans parce que j'ai mis 4 LED chez moi dans mon salon qui fonctionnent toutes en même temps. Donc je saurai celles qui disent la vérité, qui restent le plus longtemps. De 4 marques différentes, des ventilateurs et divers veille repassage. Le repassage, ça consomme beaucoup instantané, mais finalement on ne repasse pas énormément, peut-être même de moins en moins, et donc c'est l'ordre en France de 1 à 2% de la consommation électrique. Alors, il faut bien voir quand on fait des politiques, voir avec qui on travaille, quelles sont les cibles. Les ménages, ils gèrent le logement, ils achètent des équipements, et donc c'est une cible. En France, on la touche par des agences de conseil rapprochées, des associations locales, dans lesquelles on peut leur donner gratuitement des informations de base, des conseils sur qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y a aussi en France, et à Paris c'est fait comme ça, on ne cible maintenant que les copropriétés. Parce que pour faire par exemple de l'isolation en France, c'est assez important, ou en Allemagne, et pour faire par exemple du chauffe-eau solaire, il vaut mieux avoir une approche sur le bâtiment, l'ensemble du bâtiment. Donc on essaye de sensibiliser les copropriétés et les gestionnaires de copropriété. Ça suppose aussi qu'on améliore la loi de copropriété. Bon, en Turquie, par exemple, j'ai changé, c'était mon travail, j'ai proposé de changer un article de la loi sur les copropriétés, l'article 45 ou 44, on l'a changé. Et donc, ça permettait de faciliter les décisions. Les autorités urbaines, là, c'est du plus long terme. La ville se renouvelle à une échelle très lente, 100 ans, on dit classiquement. Et aussi, la ville doit prendre des décisions maintenant, les urbanistes, en fonction de considérations énergétiques et environnementales. Alors, que faire à ce bas prix du kilowattheure et s'il était plus cher, disons dans les 10 ou 12 centimes d'euros par kilowattheure assez rapidement. La priorité, c'est l'éclairage. Pourquoi? Parce que les lampes incandescentes ont une durée de vie très courte, donc on peut changer très rapidement. Et les LED, maintenant, moi je ne les aimais pas il y a 3 ans, maintenant elles ont un éclairage, un spectre d'éclairage très agréable, c'est beaucoup moins gênant et j'en ai mis beaucoup chez moi. Ça serait un marché massif, donc ce qu'il faut faire, on peut se poser le problème, est-ce qu'il faut aider à l'achat au début? Moi je pense que c'est des petits montants, c'est de l'ordre de 30-40 euros, vous mettez toute votre maison. Évidemment, il faut mettre les lampes les principales, c'est-à-dire une lampe qui est utilisée 5 minutes par jour, c'est pas la peine d'utiliser, de la changer. Pas tout de suite en tout cas. Il y a une chose qui est utile aussi, c'est ce qu'on appelle en France l'abonnement, c'est le cours KVA. Il y a peu de pays qui utilisent ce paramètre dans la facture. Ça peut être intéressant d'introduire un paramètre parce qu'en remplaçant toutes les lampes, vous allez baisser de 300, 400 ou 500 watts votre puissance installée. Alors c'est intéressant dans l'Égypte notamment, vous aurez une durée de vie plus longue. Et en Égypte, vous savez, la demande de pointe électrique est le soir, très nettement, parce que c'est un pays tout en longueur. On passe tout le monde passe en une demi-heure au coucher du soleil, toutes les lampes s'allument chez les gens, et aussi l'éclairage public. Donc on a une pointe très forte, et les centrales, on est obligé de faire des centrales pour ces 30% d'augmentation du soir en 1 heure ou 2 heures, et ça coûte très cher. Donc si on réduit cette pointe-là, les centrales dureront plus longtemps, elles seront plus rentables et on pourra retarder certains investissements. Et en plus, on va réduire les risques de coupure, qui sont très dommageables pour les appareils. Pour le réfrigérateur, qui est le principal poste, c'est cher aussi, un réfrigérateur, ça vaut 400, 500 euros, enfin bon, c'est pour une grande famille, comme en Égypte. Et un réfrigérateur très performant, c'est un peu plus cher, de l'ordre de 100, 150, 200 euros de plus qu'un réfrigérateur médiocre. Mais on peut gagner beaucoup, donc il faut aider à remplacer les vieux frigos, parce que c'est évident qu'on ne peut pas dire, sauf que ça a été fait à Cuba. Cuba, Fidel Castro, il y a 15 ans, il a dit, un expert, c'était pas moi, mais il lui a dit, les frigos, c'est le principal poste de consommation à Cuba pour l'électricité, on a des problèmes de panne, il faut remplacer les frigos. Ils ont fait une loi, ils ont dit, on change les frigos très rapidement. C'est pas très bien, parce que si vous changez tout en même temps, l'industrie ne va pas pouvoir suivre, il faudra importer, c'est pas très bon. En plus, si quelqu'un a acheté un frigo mauvais il y a 3 ans, il ne va pas acheter le lendemain un frigo plus performant. Parce qu'il aura eu une notice à M. Cornu dit d'acheter un meilleur frigo. Bon, s'il a acheté il y a 3 ans, il n'a pas acheté son frigo, on achète un meilleur. Donc il faut faire des campagnes d'identification, c'est facile, pour dire aux gens, vous avez un frigo